pour en parler aujourd'hui, je reçois Catherine Nave-Becti. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui pour décrypter l'actualité. Pour vous présenter, vous êtes secrétaire générale CFDT Éducation, Formation, Recherche publique. Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. On l'a appris, Sébastien Lecornu, ancien ministre des Armées, a été nommé Premier ministre. Quelles ont été les premières réactions côté CFDT Éducation? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Pour la CFDT, ce qui nous intéresse, c'est pas le casting, c'est pas tellement le nom du Premier ministre, c'est quelle politique il va conduire et avant tout quelle politique budgétaire. Nous, on attend de la justice fiscale, de la justice sociale et donc un changement de cap budgétaire par rapport à ce que François Bayrou, le précédent Premier ministre, avait proposé. Et c'est pour cette raison qu'on appelle toujours nos collègues à l'Éducation nationale, dans l'enseignement supérieur et la recherche, mais globalement tous les salariés, à se mobiliser fortement le 18 septembre pour demander un autre cadre budgétaire. Est-ce que cette nouvelle nomination amplifie le mouvement contestataire qui se passe aujourd'hui, ce mercredi 10 septembre ? Alors, pour ce qui se passe aujourd'hui, peut-être. Nous, on a des retours quand même de collègues, d'adhérents, de militants qui sont, malgré ce contexte d'analyse CFDT globale, déçus de la nomination parce que M. Lecornu est un membre de tous les gouvernements depuis le début de la présidence d'Emmanuel Macron, parce qu'il est issu de la droite et qu'ils ont le sentiment que ça ne va pas, que ça n'augure pas d'un changement budgétaire profond. Et donc, oui, c'est une nomination malgré tout de nature à ce que nos collègues considèrent qu'il faut effectivement se mobiliser fortement le 18 septembre. Et nous, on souhaite réussir cette mobilisation. Donc, à date, on ne peut pas dire que vous êtes vraiment confiant de cette nouvelle nomination ? Non, parce qu'on n'a pas de signaux forts d'un changement d'orientation politique. Et puis, on attend de voir aussi si le Premier ministre, les ministres à la fois en charge des affaires courantes maintenant et puis demain les ministres de plein exercice, sont prêts à prendre vraiment la mesure aussi de l'état de l'éducation nationale aujourd'hui, qui pour nous est très préoccupant et qui appelle des décisions budgétaires d'une autre nature que celles qu'on connaît depuis 2 ans. Alors, comment vous entendez peser sur l'arbitrage budgétaire qui va arriver, puisque le budget 2026, on en entendra bientôt parler. Comment est-ce que vous entendez peser ? Alors, syndicalement, on entend peser, je l'évoquais tout à l'heure, par la mobilisation. Et donc, toutes nos équipes syndicales sont sur le terrain pour rencontrer des collègues et les convaincre de se joindre aux mobilisations par la grève et la manifestation le 18 septembre prochain. Mais comme on l'a fait les années précédentes, nous allons aussi continuer à nous adresser aux parlementaires. Et là, on récolte des témoignages concrets du déroulement de la rentrée dans tous les services et les établissements et les écoles de l'éducation nationale. Et puis, ce sont aussi des descriptions des réalités professionnelles que nous allons transmettre au ministre et à la ministre et lui demander de mettre dans le dossier de passation de pouvoir si elle n'était pas reconduite. Et on va reparler plus en détail de cette journée de mobilisation intersyndicale du 18 septembre. Est-ce que si Elisabeth Borne reste au gouvernement, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? C'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. Toute la question est de quelle marge budgétaire va-t-elle disposer et quelles orientations de politique éducative elle va prendre. Si c'est la continuité sur le choc des savoirs et sur les groupes de niveau, ça ne nous ira pas. Et si elle n'a pas de marge budgétaire et qu'on continue à annoncer des mesures nouvelles à la population, comme par exemple un grand plan santé mentale, des référents santé mentale partout, et qu'il n'y a pas de moyens budgétaires de les mettre en œuvre, nous, on continuera de décrire les conséquences délétères. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans certaines académies ? Pour créer des postes, par exemple, d'assistante sociale, conseiller technique ou de psychologue de l'éducation nationale, conseiller technique, ce qui a été annoncé dans les assises de la santé scolaire, comme il n'y a pas de moyens dédiés, on va piocher dans d'autres postes. Et concrètement, on va fermer des classes à la dernière minute pour pouvoir créer ces postes. Les référents santé mentale dans les établissements scolaires, on leur annonce qu'ils seront référents santé mentale, mais ils n'auront pas de temps pour cela. Ils n'auront pas non plus de reconnaissance financière. Pourquoi ? Parce que dans les établissements scolaires, beaucoup de nos collègues nous disent qu'il n'y a plus aucune marge. Voilà. Et on a même aujourd'hui un témoignage d'un chef d'établissement qui nous dit que dans sa DSG, il lui manque 10 heures pour servir toutes ses obligations réglementaires. Et quand il appelle le rectorat, on lui dit oui, effectivement, il vous manque 10 heures, mais on ne les a pas, donc il faudra faire 100. J'aimerais revenir sur le discours de François Bayrou. Lundi, il disait, je cite, « Écoles, collèges, lycées et universités sont aujourd'hui déclassées avec une chute sur la maîtrise des fondamentaux. » Il citait l'écrit, la lecture, les langues, l'arithmétique élémentaire et l'orientation. Et il décrivait un système éducatif trop angoissant et mécanique qui ne permettait pas l'égalité des chances. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos ? On ne peut pas être d'accord avec ces propos comme ça de la part d'un ancien Premier ministre
qui auparavant a été commissaire au plan. Ces questions-là auraient dû intéresser le commissaire au plan qu'il était. Et de surcroît, alors que depuis 2017, on a des ministres qui ne nous parlent à l'éducation nationale que des fondamentaux. Donc manifestement, dire cela, c'est signer l'échec de la politique éducative menée depuis 2017. Or, jusqu'à présent, on n'a pas de changement de réflexion sur le système éducatif. Sur les questions d'orientation des élèves, que s'est-il passé depuis 2017 ? Rien. Après la remise du rapport Charvet à Jean-Michel Blanquer, on n'a rien fait. Il y a un refus et une incapacité du ministère à structurer un vrai dialogue social sur la manière de structurer l'éducation à s'orienter, de construire du temps dans les emplois du temps des élèves et des professionnels, enseignants, psychologues de l'éducation nationale, conseillers en orientation, CPE, pour concourir ensemble à cette éducation à s'orienter. Et du coup, à chaque fois, on rate consensueusement les questions d'accompagnement des élèves. Justice sociale, c'est un pilier indéniable au sein de la CFDT. On parle aussi beaucoup de l'égalité des chances. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le système actuel pour encourager, pour rendre cette justice sociale plus juste, cette égalité des chances plus juste ? Alors pour nous, à la CFDT Éducation, Formation, Recherche publique, on est dans un moment où il faudrait, je dirais, tirer profit de la baisse démographique qui est enclenchée pour améliorer le taux d'encadrement des élèves, améliorer les conditions de travail des professionnels dans tous les établissements scolaires. C'est-à-dire ne pas supprimer de postes en appliquant une simple règle de 3. Pourquoi ? Parce que pour améliorer l'égalité des chances, il faut que les équipes éducatives et enseignantes soient en capacité de mieux accompagner les élèves, d'avoir de l'espace pour s'adapter aux besoins spécifiques des élèves dans la classe. Donc ça suppose d'en avoir le temps, la disponibilité d'esprit, ce que n'ont plus les enseignants, parce qu'ils ont trop d'heures supplémentaires dans le second degré, parce qu'aussi, et ça c'est un autre grand levier qui n'est pas activé depuis 2017, et même à l'inverse, c'est de réfléchir à des programmes qui soient tenables. Or, toute la logique depuis Jean-Michel Blanquer, ça a été de dire, pour élever le niveau, il faut muscler les programmes, donc on a alourdi les programmes. Plus on alourdit les programmes, moins au cœur de chaque heure de cours, les enseignants ont la disponibilité pour analyser les difficultés d'apprentissage des élèves et déployer des solutions pour les aider à les surmonter. Donc il faut vraiment repenser ça si on veut sortir d'une école qui effectivement reproduit trop les inégalités sociales, mais c'est d'abord par le fonctionnement du système que cette reproduction se fait. Vous êtes optimiste ? Vous pensez que c'est possible ? Non, on pense que c'est possible, mais ça suppose des changements politiques majeurs, à la fois dans l'orientation des politiques éducatives, quels programmes d'enseignement on déploie dans le système éducatif, comment on considère l'école inclusive aussi. Est-ce que c'est inclure des élèves dans un système qui n'est pas fait pour ça, ou est-ce que c'est changer le système éducatif pour qu'il soit lui-même inclusif ? Et puis, au point où on en est rendu, compte tenu des retours qu'on a sur le déroulement de la rentrée scolaire, il faut indéniablement des moyens budgétaires pour redonner du temps et de la disponibilité d'esprit aux professionnels et pour qu'ils et elles aient la possibilité de bien faire leur travail. Vous nous donniez quelques exemples de ce qui se passe sur le terrain au sein des écoles. Plusieurs syndicats combattent l'austérité budgétaire dans l'enseignement, de la petite école à l'université jusqu'à la recherche. Est-ce que ça veut dire qu'aucun secteur n'est doté correctement aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous, on constate que dans les universités, effectivement, les dotations pour charges de services publics n'ont pas suivi l'augmentation du nombre d'étudiants par le passé. Et là aussi, tabler sur le fait que la baisse démographique va induire une baisse d'étudiants, c'est renoncer définitivement à améliorer le taux d'encadrement des étudiants. Et donc, c'est renoncer à améliorer aussi la réussite à l'université. De surcroît, on demande aux universités de déployer, par exemple, des modules de préparation concours dans le cadre de la formation initiale des enseignants. Et nous, nos sections d'université nous disent qu'elles n'ont aucun financement pour ça. Donc, pour le faire, on leur demande de fait de fermer d'autres capacités d'accueil ou de moins bien encadrer les étudiants. Donc, on est reparti dans un cycle négatif. Et puis, dans le premier et le second degré, c'est ce que je disais tout à l'heure, ces dernières années, on a connu une intensification du travail extrêmement forte qui nuit à la capacité des professionnels d'exercer au mieux leur travail, d'exercer au mieux leur métier. Il y a une perte de sens qui est très mal vécue par nos collègues, qui se traduit par des démissions, qui se traduit aussi par des collègues qui perdent le moral en quelque sorte. Et ça, c'est négatif pour le système éducatif. Et on a atteint un stade où pour inverser la machine, il faut arriver à désintensifier le travail et donc avoir plus de professionnels, et ça coûte. Donc si on n'accepte pas cet investissement dans l'éducation, qui est un investissement qui suppose de payer des professionnels,
on risque de continuer dans une spirale négative et de se plaindre à chaque résultat d'enquête internationale du décrochage de la France par rapport à d'autres pays de l'OCDE. Est-ce que vous avez l'impression que l'éducation nationale est reléguée au second plan dans les décisions gouvernementales? Alors ça dépend des moments. Parce que, en tout cas, dans le discours, beaucoup de ministres de l'Éducation nationale, beaucoup de premiers ministres depuis plusieurs quinquennats d'ailleurs, font de l'éducation, on a toutes les expressions, la mère des batailles, en tout cas une priorité. Et puis on peut toujours dire que le budget de l'Éducation nationale est le premier budget de la nation. La question, c'est quel projet de société nos gouvernants ont pour l'école. Et est-ce que ce projet de société, c'est l'émancipation, l'égalité et la capacité qu'on donne à tous les enfants de construire leur réussite, d'être acteurs du monde de demain, qui est le leur et pas le nôtre, ou est-ce qu'on veut continuer à toujours bien sélectionner une élite et puis on ne se préoccupe pas trop de celles et ceux qui ont plus de difficultés, ce qui serait une lecture qui ne nous convient pas à la CFDT. Et puis après, il y a comment ça se traduit en actes en termes de décisions budgétaires et je le disais aussi de politique éducative, puisque pour nous, l'alourdissement des programmes entrave le travail des personnels. J'aimerais vous faire réagir à cette citation de Marie-Lise Léon, qui est chef de file de la CFDT. Dans un communiqué du 29 août, elle disait, je vais citer cette phrase, « Le musée des horreurs du projet de budget doit être abandonné ». Est-ce qu'on vient d'éviter le pire en changeant de gouvernement ? C'est dur à dire aujourd'hui, parce qu'on n'est pas encore certain que le nouveau Premier ministre ait décidé de fermer définitivement le musée des horreurs. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure en début d'interview que la question pour la CFDT, ça n'est pas le nom du Premier ministre, c'est la politique qu'il va conduire. Aujourd'hui, quelles sont vos principales craintes pour demain concernant l'enseignement ? Alors notre crainte pour l'enseignement, ce sont des collègues épuisés et qui donc risquent de lâcher, c'est-à-dire soit de devoir se mettre en arrêt maladie parce qu'ils n'y arrivent plus. Et on a des témoignages en ce sens, ou des démissions. On a une militante AESH qui racontait hier qu'elle a passé plus de 60 heures la semaine de la rentrée à accompagner des collègues AESH qui n'en peuvent plus de leurs conditions d'affectation et dont plusieurs ont décidé de quitter l'éducation nationale tellement leurs conditions d'affectation sont infernales. En gros, on n'a pas assez d'AESH. Il y a des élèves notifiés et donc on morcelle le temps des AESH pour accompagner plusieurs élèves dans plusieurs établissements et c'est invivable. Donc on a vraiment une inquiétude sur, je dirais, l'état moral de nos collègues. Et puis l'autre inquiétude, c'est pour nos élèves aussi, parce qu'en fait on a beaucoup de retours sur des postes non pourvus et des remplacements longs qui ne sont pas assurés dès cette rentrée. Des congés maternité qui étaient prévus dans des académies où d'habitude on arrive à pourvoir ce type de remplacement en début d'année, où ça n'est pas le cas maintenant. Vous avez reçu d'autres témoignages, vous me le disiez. En fait, là, en ce moment, vous êtes en train de collecter des témoignages terrain pour parler vrai, pour parler opérationnel. C'est ça, pour parler opérationnel et pour parler, puis c'est un des rôles importants du syndicalisme, parler des réalités professionnelles vécues par les agents. Et nous, ce qui nous remonte, c'est vraiment de tous les métiers, des collègues qui ont le sentiment d'être placés dans des conditions où ils ne peuvent pas bien faire leur travail, faute de temps par rapport à la charge de travail qui leur est impartie, ou parce qu'il manque des financements pour faire. Quand vous êtes médecin scolaire, infirmière scolaire, assistante sociale ou psy-EN affecté dans un CIO et qu'on vous dit il n'y a plus les moyens de payer vos frais de déplacement, ne vous déplacez plus, concrètement, ça veut dire qu'on ne peut pas travailler. Parce qu'une assistante sociale qui est affectée au suivi des élèves de plusieurs collèges, elle ne fait pas le suivi des élèves par téléphone ou en visio. Elle a besoin de se déplacer pour rencontrer les enfants. Et donc derrière, ce sont des enfants qui ne sont pas forcément accompagnés, suivis comme ils le devraient et protégés comme ils le devraient. Nos collègues assistantes sociales ont un rôle majeur dans la protection de l'enfance. Donc ça, c'est très, très préoccupant. J'aimerais qu'on parle de la journée de mobilisation intersyndicale qui a été annoncée le 18 septembre prochain, donc jeudi prochain. C'est une journée qui est bien maintenue malgré la chute du gouvernement Bayrou. Oui, elle est maintenue plus que jamais parce que notre objectif, qu'il y ait un gouvernement de plein exercice ou pas, c'est bien de faire la démonstration que les orientations budgétaires qui avait été proposé par François Bayrou mène le pays dans une impasse. Qu'il faut de la justice sociale, de la justice fiscale et qu'il faut que la nation se donne les moyens de financer des services publics à hauteur de ce que la population en attend. On a besoin dans notre pays de redonner de l'espoir et de montrer aux plus fragiles dans notre société qu'on ne les laisse pas sur le bord du chemin.
Vous le disiez sur le flyer qui fait la promotion de ce 18 septembre, la construction d'un budget porteur de justice sociale et fiscale. L'objectif de cette mobilisation, vous venez un peu d'en parler, c'est quoi? C'est aussi de geler économiquement le pays, c'est un appel à l'aide, c'est un dernier appel? Alors c'est pas un dernier appel parce qu'on continuera syndicalement, en tout cas c'est l'ambition de la CFDT de peser sur le débat public et sur le débat politique pour essayer d'obtenir que le gouvernement produisent une autre copie du budget et que les parlementaires de l'arc républicain, parce qu'à la CFDT, on ne dialogue pas avec l'extrême droite, on la combat, que les parlementaires agissent aussi là où ils sont, que les partis politiques agissent aussi de là où ils sont pour imposer cette question de la justice sociale et fiscale. Si on devait traduire la justice sociale, elle ressemblerait à quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui dans notre pays, oui. Aujourd'hui dans notre pays, nous on estime à la CFDT que les orientations politiques, qu'elles soient en termes de politique scolaire, de politique de logement, de politique de soutien ou d'absence de soutien aux associations, ce sont beaucoup de politiques qui stigmatisent les plus fragiles dans notre société au lieu de les soutenir. Et par exemple, le doublement des franchises médicales sans autre forme de procès, c'est quand même un signal très culpabilisant envoyé à des personnes qui souffrent de maladies. De la même manière, la baisse de l'indemnisation des congés maladie pour les agents publics, ça revient à leur dire quand vous êtes malade, c'est de votre faute. Et dans notre champ, quand en plus, par exemple, on est enseignant dans le premier degré, on n'a jamais de vaccination contre la grippe payée par l'employeur et les maladies que l'on attrape en enseignant ne sont jamais reconnues comme une maladie professionnelle. Et en plus, quand on est malade, on va le payer. C'est pas acceptable. Donc les plus fragiles, quelle qu'en soit la raison, ne sont pas suffisamment soutenus par les politiques publiques. Et à la CFDT, un des premiers éléments d'évaluation des politiques publiques, c'est qu'est-ce que ça fait aux plus fragiles d'entre nous dans la société. Donc ça, la justice sociale, aujourd'hui dans notre pays, nous on trouve qu'on en est loin et qu'il y a beaucoup à faire pour l'améliorer. Des mesures urgentes à mettre en place, c'est ce que vous dites. Est-ce que vous craignez que les turbulences politiques ralentissent, voire enterrent certaines réformes en cours dans l'éducation nationale ? Alors, dans l'éducation nationale, pas tellement, parce qu'en réalité, aujourd'hui, les réformes qui se mettent en place dans l'éducation nationale ne relèvent pas du niveau législatif. Et donc, à part le fait que pour certains décrets, il faut impérativement un Premier ministre et des ministres qui puissent les signer, beaucoup d'éléments de réforme sont d'un niveau réglementaire suffisamment faible pour que l'administration puisse les conduire. Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous, à la CFDT, nous ne ferons pas la politique de la chaise vide, même tant qu'il n'y a pas un gouvernement de plein exercice, parce qu'il y a à défendre les conditions de travail de nos collègues et apporter aussi notre vision syndicale du système éducatif. Vous avez listé, il y a beaucoup de choses très urgentes à mettre en place. Est-ce que sur la politique 2026, il y a des choses, des points singuliers, pluriels, sur lesquels vous ne transigerez pas ? En termes de politique éducative, vous voulez dire ? Mais nous, les priorités revendicatives qui sont les nôtres, je les ai évoquées tout à l'heure, c'est très clairement désintensifier le travail des personnels. Je vous demande ça parce qu'il y a peut-être des priorités. On vous demandera peut-être certaines priorités. Donc, désintensifier le travail. Donc, arrêter d'ajouter des missions sans réorganiser les choses. Et puis, les conditions de l'école inclusive. Ça, c'est vraiment une priorité absolue. À la CFDT, on considère que l'inclusion à l'école, c'est quelque chose d'important. Mais les conditions dans lesquelles on demande aux collègues de la réaliser ne sont pas satisfaisantes, voire pas acceptables. Et donc, il faut vraiment que ce soit prioritaire pour tout le monde. Donc, dans une école, est-ce qu'on peut avoir des différences entre deux écoles ? Est-ce qu'on peut dire cette école est en capacité d'être inclusive, celle-ci ne l'est pas ? Est-ce que ça va devenir du cas par cas ? Alors aujourd'hui, c'est le cas aussi pour des questions bâtimentaires, c'est-à-dire que certaines écoles construites récemment, dans des collectivités qui sont très engagées, très sensibles à la question, on a déjà des écoles qui ont des espaces qui permettent du répit, par exemple, qui ont été pensés pour permettre des endroits au calme, ou qui ont déjà aussi une unité autiste, puisque là, c'est une articulation entre des moyens éducation nationale, mais aussi la manière dont les locaux sont structurés. Donc oui, c'est déjà différencié sur le territoire. Nous, ce qu'on demande, c'est la généralisation de ce qui fonctionne. On pense que le rapprochement entre l'éducation nationale et le médico-social est aussi un vecteur d'amélioration des conditions de l'inclusion, aussi bien pour les professionnels que pour les enfants. Et donc, il faudrait mettre de l'énergie dans cette direction. Catherine Nave-Becty, vous êtes secrétaire générale, vous êtes sur le terrain, vous allez à la rencontre du personnel éducatif, des élèves, des enseignants. On a parlé de toutes ces choses-là à mettre en place. Est-ce qu'il y a quand même un brin d'espoir ? Est-ce qu'il y a un peu de lumière ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut penser qui pourraient s'améliorer ?
Alors la lumière, et ça je veux le redire effectivement avec force, et je vous remercie de l'aborder aussi comme ça, c'est que dans les retours que nous font nos collègues, c'est que comme chaque rentrée, nos collègues sont contents de se retrouver et de rencontrer leurs élèves. Et c'est ce qui fait que l'école tient. Chaque année, les ministres nous demandent, ou les ministères nous demandent comment va se passer la rentrée, comment voyez-vous les choses. Moi, ça fait plusieurs années que je dis, ça va tenir. Ça va tenir, mais à quel prix dans la durée pour les collègues? Parce que nos collègues, ils sont vraiment investis de la mission de service public. Et donc, ils mettent tout en œuvre pour que ça se passe du mieux possible pour leurs élèves. Je voudrais vous faire réagir sur cette dernière question. Depuis la chute du gouvernement Bayrou, tout le monde se pose la question suivante. Est-ce la fin de la Ve République? Car la promesse, c'est quand même qu'il y ait une conjonction entre la gouvernance et le vote des Français. Est-ce que vous en parlez au sein de la CFDT Éducation de cette fin de Ve République? Est-ce un sujet? Alors, ce n'est pas un sujet de débat immédiat dans notre organisation syndicale, parce que notre sujet prioritaire, ce sont les conditions de travail des personnels et les conditions de réalisation des missions de service public. Donc, très clairement, c'est pas une priorité de débat en interne. Un grand merci de nous avoir éclairés sur tous ces sujets, de nous avoir aidés à décrypter l'actualité. Je le rappelle, Catherine Nave-Bexy, vous êtes secrétaire générale CFDT Éducation, Formation, Recherche publique. Un grand merci. Merci à vous. On marque une courte page de publicité et on se retrouve juste après.